Théophile. Une émission proposée par la classe de 5e 1 du collège Théophile Gautier au Havre. Bonjour Daba, pourrais-tu nous donner la définition de la pollution numérique ? Oui Mohamed, en gros, la pollution numérique, c'est l'impact environnemental négatif des ordinateurs, smartphones, tablettes et d'autres technologies de l'information et de la communication. Y a-t-il un lien entre la pollution numérique et la consommation électrique ? Eh bien, oui, car si Internet était un pays, ce serait le 3e pays consommateur mondial d'électricité derrière les États-Unis et la Chine. Si on devait comparer la consommation liée à l'envoi d'un message avec quelque chose de courant, que dirait-on ? Eh bien, on pourrait dire qu'envoyer un mail avec une pièce jointe revient à laisser une ampoule allumée pendant 1 heure. Les vidéos en ligne sont très appréciées, mais quel est l'impact sur l'environnement ? Si on devait comparer 10 jours de consommation électrique d'un smartphone équivalent à regarder 10 minutes de vidéos sur Netflix, YouTube ou en replay. Mais sait-on réellement quelle est leur empreinte carbone du numérique ? Eh bien, c'est énorme, mais le numérique produit 1,5 fois plus de gaz à effet de serre que le transport aérien mondial. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est la fabrication des équipements numériques et qui est la plus polluante. Samantha est là pour mener l'enquête sur la pollution liée à l'extraction des minéraux entrant dans la composition des ordinateurs et des smartphones. Bonjour Roland, savais-tu que 80% de la pollution numérique d'un smartphone vient de sa fabrication ? Eh bien Samantha, ça ne m'étonne pas, car j'ai découvert que pour fabriquer un seul ordinateur, il faut utiliser 240 kg de combustibles fossiles comme le charbon ou le pétrole, 22 kg de produits chimiques, 800 kg de matières premières et 1 tonne et demi d'eau. Et bien sûr, cela amène une pollution des sols et de l'eau dans les pays où sont extraits les minerais. Des ONG comme Amnesty International dénoncent de grands groupes internationaux qui utilisent des matières premières extraites par des enfants, ce qui est illégal. De qui parlons ? Apple, Samsung, Microsoft et Sony font partie des 16 entreprises qui ne préoccupent pas de la provenance du cobalt qui entre dans la composition des batteries. D'où vient le cobalt ? Plus de la moitié du cobalt dans le monde vient de la République démocratique du Congo. Et 20% du minerai exporté en 2015 était extrait par des travailleurs manuels, dont des jeunes enfants de 7 ans. Combien d'enfants sont concernés ? Selon l'UNICEF, en 2016, plus de 40 000 enfants travaillaient à l'extraction du cuivre et du cobalt dans les provinces de Katanga, à l'est du pays. Quelles sont les conséquences pour la santé de ces enfants réduits en esclavage ? Respirer la poussière de cobalt peut entraîner une maladie pulmonaire mortelle, appelée maladie du poumon due au métal dur. D'après Amnesty International, association militant pour les droits de l'homme. On a parlé de la pollution liée à l'extraction du cobalt en République démocratique du Congo. D'autres pays sont touchés par la pollution liée à la fabrication des smartphones et autres équipements numériques. Ramata et Jamil vont vous parler de ce qu'ils ont trouvé. Théophile. Bonjour Ramata. Je crus comprendre que tu avais découvert d'autres effets négatifs concernant la fabrication des téléphones. Oui Jamil, par exemple à Boatou, en Mongolie, une usine de traitement du néodyme est une des causes de pollution. Mais qu'est-ce que c'est le néodyme ? Les aimants au néodyme sont un des composants de nos smartphones. Pourquoi sont-ils si dangereux ? Parce que ces aimants sont mauvais pour le cœur, mais il y a plein d'autres effets négatifs sur la santé. Y a-t-il d'autres effets négatifs sur l'environnement par exemple ? Absolument. Les impacts sur l'environnement sont l'épuisement des ressources, les atteintes à la biodiversité dues au rejet toxique dans la nature, le rejet de gaz à effet de serre. L'exploitation des mines détruit les écosystèmes, pollue l'eau, l'air et les sols. As-tu un exemple précis à nous donner ? Oui, si on parle de l'usine à Boatou en Mongolie, eh bien, figure-toi qu'un lac qui se trouve à 30 km en voiture de cette ville est devenu toxique à cause des téléphones. Dans les eaux de ce lac de 10 mètres carrés se trouvent des substances chimiques toxiques, mais également des déchets radioactifs, comme du thorium à l'origine de cancers du pancréas, du poumon et du sang. Mais alors, comment est-ce qu'on peut réduire ces impacts environnementaux? Alors, pour réduire les impacts environnementaux de votre smartphone, faites-le durer le plus longtemps possible et arrivé en fin de vie, pensez à le recycler. On a parlé des effets négatifs de la fabrication des téléphones sur l'environnement et sur la santé.
Mais il y a d'autres entreprises numériques qui polluent. Matteo et Rodrigo ont mené l'enquête. Bonjour Rodrigo, il paraît que tu as fait des recherches sur des entreprises du numérique qui polluent. Peux-tu nous en parler ? Comme l'ont dit Mohamed et Dab, la pollution numérique, c'est l'impact négatif des appareils électroniques sur l'environnement. Certaines entreprises sont à l'origine de cette pollution. Ah oui, est-ce que tu as des noms d'entreprises à nous donner ? Je peux te parler de 2 cas, Amazon et Netflix. Il s'agit des pires géants occidentaux du web en termes de pollution numérique. Dans le cas d'Amazon, il ne choisit pas ses lieux d'implantation en fonction de la disponibilité des énergies renouvelables. Pourtant, le simple fait de faire plus attention à ce genre de détails pourrait améliorer la pollution numérique. Parlons de Netflix. L'entreprise s'alimente seulement à 17% des énergies renouvelables. Et en fait, lorsque l'on visionne une série Netflix, on pousse la consommation intensive de charbon en Virginie pour fournir l'énergie d'alimentation. Tu nous parles des entreprises polluantes, mais certaines entreprises luttent contre cette pollution, non ? Oui, heureusement. Certaines sont en lutte constante pour résoudre le problème de la pollution numérique. Il y a notamment Apple et Yahoo. Et de quelle façon s'y prennent-ils pour réduire cette pollution ? Eh bien, pour eux, la lutte contre la pollution numérique a commencé dès 2013, avec l'objectif d'atteindre un Internet basé à 100% sur les énergies renouvelables, 83%. Les besoins d'Apple sont alimentés par des énergies propres, contre 74% pour Yahoo. Cette discussion est très passionnante. Continuons sur notre lancée en écoutant Enora et Tania qui se sont penchés sur un sujet intéressant, la consommation électrique des différents équipements numériques. Bonjour Enora, nous allons donc parler de la consommation en électricité de nos équipements numériques, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Pour commencer, on peut donner une définition simple du kilowattheure. Il s'agit de l'unité traditionnelle de mesure de l'énergie électrique. C'est super, merci. Comme ça, avec cette définition claire, on va pouvoir comprendre tout ce que tu nous dis. Peux-tu nous donner des comparatifs entre différents appareils, par exemple ? Oui, par exemple, une étude estime la consommation électrique annuelle d'une tablette à 12 kWh et celle d'un smartphone entre 5 et 7 kWh. Si on continue, un ordinateur, quant à lui, tourne autour de 200 kWh et une télé varie entre 90 et 250 kWh. Merci de nous avoir donné ces informations. On a parlé de la consommation électrique de différents équipements numériques. Et maintenant, Nolan et Mathis vont nous parler du streaming et du téléchargement vidéo et de la pollution que cela provoque. Fil. Bonjour Nolan, si j'ai bien compris, on va parler ensemble de la part du streaming et du téléchargement de vidéos dans la pollution numérique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Plus de 60% de personnes téléchargent des vidéos. On peut donc dire que les humains sont les premiers responsables de la pollution numérique, car ils sont de plus en plus sur leur téléphone et autres appareils électroniques. Est-ce que par hasard, le téléchargement a un impact négatif sur l'environnement ? Eh bien, pour te donner un exemple, une association française, The Shift Project, a indiqué qu'en 2018, le flux de données liés aux usages des vidéos en ligne ont engendré 306 millions de tonnes de CO2, ce qui est énorme. Mais est-ce qu'il y a un effet positif concernant le téléchargement de vidéos ? Bien sûr, en tout cas c'est ce que les gens pensent, c'est d'ailleurs pour ça que c'est totalement répandu. La dématérialisation des données nous permet maintenant de télécharger films, vidéos, jeux et musique sur notre téléphone ou ordinateur et d'en profiter quasi instantanément. Les gens pensent donc que c'est plus écologique que l'achat d'un support et pourtant le streaming qui captera bientôt 80% du trafic web mondial devient un gouffre énergétique. Effectivement, c'est inquiétant. As-tu d'autres informations sur ce sujet ? La pollution numérique et du streaming vidéo est croissante puisque la consommation d'énergie du secteur progresse de 9%. Chaque année, par exemple, Rodrigo et Matteo nous ont parlé de Netflix. Et en fait, 10 heures de visionnage de vidéos HD en ligne polluent autant que l'ensemble des articles Wikipédia en ligne. Mais comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ? En ce qui concerne Netflix, l'organisation Greenpeace sensibilise à la nécessité d'éliminer les énergies fossiles du système énergétique de l'entreprise. Mais pour que celui-ci devienne toujours plus éco-responsable, ce sont d'abord à ses abonnés de changer leurs pratiques.
En vérité, pour résoudre ce problème, il n'y a pas de solution magique, mais juste faire attention et éviter de passer tout notre temps à télécharger des vidéos, à regarder du streaming. C'était un sujet intéressant. Oulay et Abou vont nous parler de la pollution numérique en ce qui concerne les réseaux sociaux. Écoutons-les. Salut Oulé. Alors dis-moi, on va parler de la pollution numérique des réseaux sociaux, c'est ça ? Oui, exactement. Et tu savais que cette pollution est invisible. Et donc les gens en ont une perception extrêmement limitée. Non, je ne savais pas. Et du coup, quelle partie de la population est essentiellement touchée par cette pollution ? Eh bien tout le monde, mais en particulier les ados. Ah bon ? Explique-nous ça. En fait, nous les ados, on utilise beaucoup Snapchat et Instagram par exemple, et ces deux réseaux sociaux sont les plus utilisés depuis 2018. Les réseaux sociaux sont des gros consommateurs de données mobiles et les données mobiles sont très polluantes. Et donc j'imagine que pour résoudre ce problème, il faudra tout simplement passer moins de temps sur les réseaux, être moins actif et couper notre consommation de données mobiles quand on n'en a pas besoin. Oui, ça pourrait déjà être un bon moyen pour ralentir l'effet de la pollution numérique des réseaux sociaux. Merci pour ces explications. On a bien compris que ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas que cette pollution n'existe pas. Au contraire. Maintenant, on laisse la place à Clara, Sena et Katia qui vont vous parler de la pollution numérique et de la publicité digitale. Fil. Bonjour les filles, on va parler de la pollution numérique et plus précisément de la part liée à la publicité digitale. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que pour commencer, l'une de vous deux pourrait nous donner la définition de la publicité numérique, aussi appelée publicité digitale ? Oui, bien sûr, Katia. Cette publicité circule sur Internet et elle peut se faire sous forme de liens commerciaux signalés comme annonces. Sur les pages de résultats de Google, par exemple. Ça peut aussi être la publicité qu'on peut avoir quand on joue sur notre téléphone, entre deux parties ou avant de visionner une vidéo sur YouTube, par exemple. C'est tout à fait ça. Il faut attendre un minimum de 6 secondes pour pouvoir passer l'annonce ou activer le bouton Skip Ad comme passer la pub en français. Ce marché représentait 5 milliards d'euros en 2018, soit près de 40% du total lié aux dépenses publicitaires. La publicité digitale devient de plus en plus répandue. Elle gagne du terrain sur les autres médias comme la télévision, si je comprends bien. Quand on sait que les Français passent 4 fois plus de temps en ligne qu'il y a 10 ans, c'est énorme. Quel impact a-t-il exactement par rapport à la pollution numérique ? Eh bien en fait, Google par exemple consomme à lui seul la quasi-intégralité du marché de la recherche en ligne, avec 3,5 milliards de recherches par jour, ce qui correspond à 40% de l'empreinte carbone liée à Internet. On peut donc dire que c'est le plus gros pollueur numérique. Et du coup, est-ce qu'il y aurait une solution pour réduire ce type de pollution ? Oui, par exemple, le fait de fermer les onglets ou les pages inutilisées sur Internet peut réduire notre impact individuel. On peut aussi utiliser le moteur de recherche allemand éco-responsable Ecosia, qui verse 80% de ses bénéfices à des programmes de réforestation partout dans le monde. Des youtubeurs comme MrBeast ont imaginé le hashtag TeamTrees, ont réussi à récolter 20 millions de dollars pour planter 20 millions d'arbres qui devraient pouvoir absorber et stocker 1,6 tonne de carbone. Merci les filles. On peut passer maintenant à un autre sujet, celui des éco-gestes au quotidien pour réduire la pollution numérique. Et pour ça, nous allons laisser la place à Athénaïs et Marie qui vont vous parler de leur sujet. Bonjour Athénaïs, on va voir ensemble les éco-gestes pour réduire la pollution numérique. Oui Marie, c'est tout à fait ça. Après avoir vu les effets négatifs de la pollution numérique sur l'environnement, on va essayer de trouver des solutions pour la réduire. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Qu'as-tu trouvé sur le sujet ? Pas mal de choses. Déjà, savais-tu qu'augmenter la durée de vie d'un objet cassé en le faisant réparer au lieu de le jeter à la poubelle était un meilleur éco-geste pour la planète ? Il y a aussi le fait d'acheter des équipements d'occasion ou encore éteindre les appareils en veille. Voilà les différentes méthodes à utiliser pour être éco-responsable. Ah oui, et en plus c'est facile, il suffit de juste y penser. Mais oui, complètement. Et il y a aussi le problème lié au mail. Faire le tri, c'est aussi une manière de réduire la pollution. En fait, tous les mails lus envoyés sont stockés
Et si on ne pense pas à les supprimer, au fur et à mesure, ils continuent de faire tourner les data centers et donc de consommer de l'électricité inutile. On peut aussi penser à ne pas envoyer des pièces jointes si ce n'est pas nécessaire. Merci pour toutes ces informations. Et tiens, est-ce que le fait de débrancher ces appareils numériques quand ils sont chargés fait partie des éco-gestes faciles à réaliser? Oui, absolument. Super, nous voilà prêts à être éco-responsables. Fatih et Hossein, vous nous parlez des buzz aux fake news, ce que c'est et la pollution que ça génère. Fil. Salut Fatih, peux-tu commencer par nous expliquer ce que c'est les infox? Les infox sont plutôt connus sous le nom de fake news. C'est un mot valise créé pour parler d'intoxication par de fausses informations. Ces infox sont volontairement fausses et leur but est de faire le buzz sur Internet. Ok, et en quoi ce phénomène est-il lié à la pollution? Eh bien en fait, quand une infox circule, on a tendance à tout de suite vouloir la connaître. Et donc, on clique dessus. Mais en cliquant, on fait se propager cette fake news à une vitesse hallucinante, ce qui pollue beaucoup. Ce n'est pas la fausse information qui pollue, mais c'est sa diffusion sur le net. Les internautes vont à tout prix vouloir la connaître, et au final, c'est ce simple geste de cliquer et donc de lui donner une importance qui va polluer. Donc si j'ai bien compris, il faudrait ne pas cliquer pour stopper la diffusion et donc empêcher ce genre de pollution numérique. Oui, c'est exactement ça. Merci à tous pour tous ces conseils. Pour conclure, on peut aussi penser à utiliser des applications comme KinFox qui fait automatiquement le tri dans la boîte mail. Il faut aussi préférer le stockage des données en local sur son disque dur et éviter d'utiliser le cloud. Supprimez les fichiers inutiles et pensez à nettoyer régulièrement les fichiers téléchargés après consultation est essentiel. Le fait de marquer les pages consultées régulièrement est également un moyen d'éviter de passer par un moteur de recherche et de polluer inutilement. Pour les plus motivés d'entre vous, l'ADEME ou Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a publié 2 guides pratiques téléchargeables en ligne. La face cachée de numérique ou éco-responsable au bureau qui vous donneront plein d'autres astuces pour réduire votre empreinte carbone et avoir un comportement numérique plus responsable. Pour tous ceux que ça intéresse, les liens vers les articles utilisés sont donc disponibles sur le site. Fil. Une émission proposée par la classe de 5e 1 du collège Théophile Gautier au Havre. Océane, Fatih, Amel, Nolan, Mathis, Rodrigo, Mathésio, Ramata, Abou, Jamil, Enora, Tania, Marie, Olympe, Mohamed, Daba, Katia, Sena, Clara, Ouley, Athénaïs et aussi Samantha.